bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, le premier de 2022 pour vous, le dernier de 2021 pour nous. Nous enregistrons le 31 décembre et nous vous souhaitons d'ailleurs d'ores et déjà une très bonne année 2022. Au programme aujourd'hui, le bilan d'un mois de décembre bien chamboulé pour Paris. 3 larges défaites, puis 2 victoires presque inespérées vu les circonstances. On va débriefer tout ça avec mes deux chroniqueurs du jour. Il y en a un, il a décidé d'adopter la même fin d'année que certains au club et que la moitié de la NBA en étant en protocole Covid, mais il est bien avec nous. Salut Antoine. Salut Flavien, comment ça va ? Et bah toi, comment ça va plutôt que... Comme la fin de saison du Paris Basket, la fin du mois, positive. Et notre second chroniqueur, le seul qui peut entendre ce que dit Kyle O'Quinn aux arbitres sur le terrain, c'est Lilian. Salut Lilian. Salut Flavien, et encore j'entends pas tout, hein, mais du peu que j'entends, c'est déjà pas mal. Fleury. Oui, on peut dire ça. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball Air. Évidemment, toujours l'actualité du club sur notre site, parisbasketball-onair.fr. Et nous, on débute sans plus tarder ce podcast. Paris Basketball Air, saison 3, épisode 5. C'est parti. I'm Kyle Allman, the new player of Paris Basket, and you're listening to Paris Basket on Air. Et ce podcast, on voulait le découper en 2 parties. D'abord, la partie première moitié du mois de décembre avec les 3 défaites, puis après on rebasculera sur les 2 victoires contre Orléans et contre Chalon-Reims. D'abord les défaites, une contre la Gielbourg dont on avait un peu parlé lors du précédent podcast en début de mois, suivie d'une claque, on peut dire ça comme ça je pense, contre le Portel à domicile. Et enfin un autre revers, le 18 décembre contre Strasbourg, 74-95. 3 larges défaites de plus de 20 points. Peut-être pour démarrer avec Lilian, qu'est-ce qu'on retient de ces 3 matchs ? Ça a été peut-être le moment le plus compliqué de la saison pour Paris. Le plus compliqué, ouais, alors que justement, quand on avait fait le dernier podcast, on était plutôt, on va dire, il y avait eu le match de Bourg, mais on était plutôt optimiste. Pour Paris, on s'est dit qu'après justement, les matchs avant la trêve internationale, notamment celui contre Pau, avait donné de bons espoirs pour entre guillemets lancer la saison. Et au final, ça a été un petit peu tout le contraire. Que ce soit sur les 3 matchs, on a vraiment eu... Pour le coup, il y a eu une régularité assez négative. Sur les 3 matchs, on a vraiment vu des choses qui ont fortement déplu, notamment des mauvaises entames et une intensité défensive au niveau collectif qui était assez déplorable. Et ouais, vraiment, ce mois de décembre, ce début de mois de décembre n'augurait rien de bon, surtout avant d'affronter 2 adversaires qui étaient Orléans et Chalon-Reims, qui étaient là 2 matchs coup près pour le maintien. Et Paris a su répondre présent par la suite, mais c'est vrai que le début, en tout cas de mois de décembre, était très négatif pour les hommes de Jean-Christophe Prat. Antoine, on avait sur ces 3 matchs, 2 matchs quand même un peu plus compliqués que sur les 3, pardon. La Gielbourg qui est remontée à ce moment-là un peu la pente, la SIG Strasbourg qui est en pleine bourre depuis le début de saison. Il y avait le Portel qui se déplaçait à Paris entre les deux, où l'entraîneur du Portel avait été positif au Covid, n'était pas là, donc c'était, on va dire, le match à prendre, et Paris complètement passé à côté. Pour peut-être même te lancer, à la fin du match, après le match, Jean-Christophe Prat disait que Paris mettait en danger ces 3 années de travail. Est-ce que toi, tu étais d'accord avec cette analyse et comment tu analyses justement cette série aussi de défaites ? Cette série de défaites, c'est vrai qu'elle était très chaotique. Le retour de trêve internationale a fait beaucoup de mal au final aux Parisiens. Comme tu l'as dit, Flav, l'après-conférence de presse, Jean-Christophe Prat, pour la première fois, était vraiment défaitiste. De la pointer du doigt 3 belles années de travail, je le cite, peut-être pas à ce point-là, mais c'était la première fois où on pouvait vraiment se poser des questions sur le projet, le futur du Paris Basketball en Betclic Elite, clairement, parce qu'après une défaite comme le Portel, tu as cité, il n'y avait pas le coach, beaucoup de joueurs en protocole, un assistant coach donc a pris les rênes de l'équipe pour la première fois depuis 13 ans, ou 11 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Et sur le parquet, une entame très poussive, un faux
un faux premier quart-temps, on limite la casse, un manque d'implication des largeurs en défense, ce qui a été le cas pour les 3 matchs, hein, mais celui-là a vraiment été marquant. C'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes à avoir de ce début du mois de décembre, de ce retour de trêve. Quand on écoute le coach, il a même carrément regretté d'avoir octroyé des jours de repos à ses joueurs, tellement le manque d'implication était flagrant. Donc il y avait beaucoup d'inquiétudes à ressortir de ces matchs-là. Et je le répète, hein, je pense, personnellement, je ne sais pas où, mais c'était la première fois où je me demandais où on allait cette saison et est-ce qu'on allait remonter la pente. Il y a encore beaucoup de matchs, mais c'est la première fois que cette sensation-là vraiment me traversait l'esprit. Non, bah, moi, complètement. Et même peut-être pour ajouter à l'extra sportif, c'est aussi à peu près à ce moment-là qu'il y a des rumeurs qui commencent à sortir sur des offres qui avaient été faites notamment pour Ryan Botwright venant d'Israël, d'un possible départ dans les prochaines semaines de Kylo Quinn, d'un départ à l'amiable après un début de saison où l'intégration, du moins sportivement, était pas optimale. Et je sais pas si ça a joué un rôle, mais en tout cas, tout le, on va dire, le mauvais depuis le début de saison s'est concentré en 2 semaines, 3 semaines, avec ses résultats sportifs et des difficultés. Il y a aussi la blessure de Milan Barbic qui est encore out pendant plusieurs semaines. Il y a beaucoup de choses qui faisaient que le climat autour du Paris Basketball n'était pas forcément très joyeux. Et c'est vrai que sur le terrain, ça s'est vu, collectivement très compliqué. Et puis, bon, j'ai envie de dire même tout simplement pas au niveau, que ce soit collectivement ou individuellement. Sur les 12 cartons qu'il y a eu dans ces 3 matchs, Paris n'en a remporté qu'un seul, contre la SIG, alors qu'ils étaient déjà largement menés. Il y a eu un semblant de retour dans le 3e carton. Mais sinon, on n'a pas vu ce supplément d'âme, on va dire, que l'équipe est capable de se mettre habituellement dans certaines rencontres. Là, c'est vrai que sur les 3 rencontres, il y avait quand même celle du Portel qui était un match accessible. Alors Paris, spécialiste aussi de perdre des matchs qu'il doit gagner. Mais celui-là était plus qu'obligatoire à remporter parce que le Portel, tout simplement, est un candidat au maintien, tout comme Paris. Ce qui était plus... Peut-être les résultats n'étaient pas toujours là en début de saison, mais là, pour rajouter un dernier mot, ce qui avait fortement déplu sur ces 3 matchs-là de décembre, c'était, on va dire, la manière. C'était vraiment ça, des larges défaites de plus de 20 points, dont 2 fois à domicile, même si c'était face à notamment 2 bonnes équipes, Strasbourg et la JL Bourg. C'est vraiment ça, je pense, qui a créé presque il y avait, à l'issue de ces matchs, il y avait un sentiment d'urgence et ça se sentait dans les déclarations du coach. Et il y a eu une prise de... Paris a su relever la tête après, mais on a vraiment senti que potentiellement, ça pouvait être le début d'une certaine crise. Alors, vous n'allez pas me détromper, Flavien et Antoine, vous êtes des fans du PSG. Il y a la fameuse crise de novembre. Là, on a failli assister à une crise de décembre au Paris Basketball. Alors, on a eu un bon début. Peut-être, Antoine, après, je te relance, Antoine. Juste, j'avais noté quelques statistiques notamment sur la JL Bourg et le Portel, qui montraient à quel point Paris était passé à côté de ces matchs. Quand la JL Bourg, Paris fait simplement 12 fautes, c'est son plus petit total depuis le début de saison. On a l'impression qu'ils ont vraiment regardé Bourg-en-Bresse jouer. Contre le Portel, il y a un vilain 6 sur 37 à 3 points, avec 64 d'évaluation collective. Bah, évidemment, c'est la pire depuis le début de saison. Et sur l'attaque, donc il me semble qu'on en parlait en bien juste avant justement le Portel. Paris qui fait 15 passes décisives contre la JL Bourg et contre les nordistes. La deuxième pire marque depuis le début de saison. Ça montre un peu, je trouve, justement tout ce qui allait pas. C'est-à-dire, on regarde jouer, on défend pas vraiment, et quand on attaque, le ballon bouge pas. Voilà, si tu fais 6 sur 37 et seulement 15 passes dans un match, tu as difficilement de chance de le remporter. C'est vrai que tu as tout très bien résumé. Au final, Paris n'a pas tenté, du moins, de bloquer ou d'arrêter les avantages des équipes adverses. Par exemple, Bourg-en-Bresse, pour citer que, on les a laissés jouer, comme tu as dit. On s'est pris une pluie de 3 points d'Axel Julien et d'Hugo Benitez notamment, puisqu'ils shootent à 39,5%. L'équipe en général, je parle. Défensivement, tu laisses beaucoup trop de largeur, tu les regardes jouer encore une fois, que ce soit même le Portel aussi, hein, à l'intérieur. Le Portel s'est quand même amusé, malgré un bon Kamagaté qui est en double-double sur cette rencontre.
c'est vraiment, il y avait vraiment rien qui allait, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas par séquence, hein, comme toujours, on arrive à ressortir un poil de positif, mais c'est tellement négatif dans l'ensemble. Et on en viendra sur le positif de ce mois de décembre après, mais dans les mêmes circonstances que les deux matchs qui ont suivi, c'est-à-dire que ça a vraiment été une implication individuelle et collective qui manquait. On a été passif totalement. C'est pour ça qu'au final, il y a vraiment un déclinisme à ressortir de ces 3 matchs. Et puis moi c'est surtout contre le Portel où si je me trompe pas Paris est pas si loin que ça en fait à la mi-temps et même un peu plus tard dans le match et c'est vraiment dans le quatrième quart-temps où le Portel fait sa loi alors que justement c'est une équipe qui a été touchée par le Covid qui est pas forcément euh, physiquement au point pour affronter Paris qui est une équipe qui justement normalement met aussi de l'intensité dans ses rencontres ou du moins qui gagne comme ça. Bah, Et c'est vrai qu'on a l'impression d'une équipe qui a abandonné complètement à domicile devant ses supporters. Contre le Portel en plus, c'est le quatrième quart-temps, mais même le début du troisième, hein, parce que Paris met 4 minutes à marquer 3 points. Donc il y avait vraiment il y avait un blocage total, et du coup tu les laisses, enfin pour Paris, hein, parce que pour le Portel, il n'y en avait pas tant que ça. Je vous propose peut-être qu'on passe sur les points positifs hein, du mois de décembre qu'on vous a à peine cachés. C'est les deux rencontres qui ont suivi. Parce que comme Lilian le disait, la crise de décembre, elle a été évitée de justesse. Et elle a failli vraiment arriver parce qu'on disait justement que ce climat était un peu hostile autour du club. Il a fallu rajouter derrière que l'entraîneur Jean-Christophe Prat a été testé positif au Covid-19 juste avant le match à Orléans. Juste après le match à Orléans, je crois que c'était la veille de Chalon-Reims, Jeanne Bégarin a été testé positif, ce qui fait qu'on s'est retrouvé pendant 2 matchs, pour l'instant 2 matchs, peut-être plus après, avec Bienvenu Kindoki en tant qu'entraîneur principal et Emmanuel Curé en entraîneur secondaire. C'est des rôles, en tout cas pour Bienvenu Kindoki, qu'il avait, je crois, jamais eu à avoir, sauf certaines fois, pardon, quand Jean-Christophe Prat est exclu. Donc on se dit à ce moment-là, je sais pas pour vous les gars, mais il y a tous les signaux contraires pour que Paris gagne les 2 matchs contre Orléans et contre Chalon-Reims. Et puis il y a un déclic. Et je vous laisse peut-être vous lancer là-dessus. Il y a peut-être Antoine pour commencer. Le déclic de Paris, comment il s'est organisé ce déclic-là? Ce déclic-là, je pense qu'il s'est organisé dès le premier quart-temps contre Orléans. Il y a eu vraiment une sorte de solidarité collective. Comme tu l'as dit, hein, le coach positif au Covid, beaucoup de blessés, Joanne Bégarin également positif. Tu parlais dans les premiers matchs ratés du Paris Basketball des quart-temps vraiment, ou même des entames de matchs complètement ratés. Et là, il y a vraiment eu, notamment contre Orléans, une prise de conscience immédiate, parce que Paris remporte le premier quart-temps 29-8. Il y a vraiment une rigueur défensive qui s'est installée. Il y a eu une presse qui était extrêmement sérieuse, une attaque qui était beaucoup plus intelligente, beaucoup plus posée. Et, on en parlera, Dustin Sleva en a parlé justement, quand tu as un groupe assez réduit, les automatismes peuvent revenir un petit peu plus facilement. Enfin, ça, c'est son avis personnel. Et voilà, on a senti qu'il y avait une solidarité, un travail plus réfléchi. Là où, et c'est clairement positif parce que ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être une équipe amoindrie qui stresse ou qui se laisse aller et qui aurait pu vraiment perdre. Mais je pense que cette solidarité retrouvée, ce caractère parisien qu'on a depuis la création du club, il est vraiment ressorti de cette période très très difficile. Alors c'est vrai aussi qu'il faut noter, donc, je me base là pour l'instant sur le match d'Orléans, Germain Castano, l'entraîneur de l'OLB, qui était pas mal critique envers ses joueurs, notamment sur leur implication. Lilian, toi tu as pu parler un peu avec Bienvenu Kindoki, même tout le coaching staff là, depuis les 2 matchs. C'est vrai qu'on a senti cette unité derrière un objectif commun là sur 2 matchs. Bah, c'est vrai que Antoine le disait, depuis la création du club, on a l'impression que le Paris Basketball n'est jamais aussi fort que dans l'adversité. Pour le coup, là, il y avait beaucoup de vents contraires. Tu l'as dit, une série de défaites. Le Covid, il fallait également rappeler que Milan Barbic et Amarassi n'ont pas pu disputer ces rencontres pour des pépins physiques. La cheville pour Milan et puis l'épaule pour Amara. Et ça me fait un peu penser au match de l'an dernier face à Évreux.
Là-bas où il y avait de mémoire, il y avait Juan Bégarin qui était absent pour cette rencontre, il y avait Gauthier Denis peut-être, je ne me rappelle plus. Non, il y avait Kevin Franceschi qui s'était blessé lors de ce match. Oui, mais Gauthier voilà. était blessé au mollet à ce moment-là. Voilà. Du coup, Loïs Gendré avait joué des minutes importantes. Et bref, Paris s'en était sorti dans un match qu'on ne les voyait pas du tout remporter. Et là, c'est un peu la même chose. On se demandait un petit peu comment Paris allait pouvoir se sortir de ces deux matchs. Et au final, il y a eu une réaction, pour le coup, vraiment collective. Tous les joueurs ont été quasiment à l'unisson sur les deux rencontres. Les débuts de match ont été excellents, notamment celui à Orléans qui doit être l'un des meilleurs cartons d'une équipe en Betclic Elite cette saison, où il y a même, je dis premier carton, mais en fait c'est toute la mi-temps où vraiment Paris pouvait tenter n'importe quoi, ça pouvait rentrer dedans. Donc vraiment on a senti, ouais, comme le disaient les coachs, une implication collective, une certaine solidarité entre les joueurs face à la situation, et tout le monde s'est dit qu'il fallait augmenter leur propre niveau. Il y a certains joueurs qu'on a critiqués, notamment Ryan Botwright qui a fait un gros match face à Champagne Basket et qui, pareil, lui a su élever son niveau au meilleur des moments. Donc c'est venu à point nommé pour Paris. C'est vrai, et puis collectivement, moi je vais te lancer, Antoine. Je trouve, encore une fois d'ailleurs, que Paris a gagné parce qu'elle a très bien défendu, plus que parce qu'elle a très bien attaqué. Alors, contre Chalon-Reims, c'est un peu différent, mais en tout cas contre Orléans, notamment ce premier carton, encore une fois, on parle de 29-8, tu prends peu de points, il y a beaucoup, beaucoup de points en transition, et de points faciles, de paniers faciles pour Paris. Ça s'enchaînait, ça s'arrêtait jamais. Mais c'est monté à plus de 30-31 points d'avance à un moment, en début de deuxième quart-temps. Et j'ai trouvé que sur les deux matchs, ce qui a vraiment fait sens, c'est le même point commun, c'était justement cette défense. Alors il y a un peu aussi le ballon tourne mieux en attaque, mais pour moi ça venait de la défense. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Si, totalement, Flav, là-dessus, défensivement, on était vraiment très rigoureux. Tu parlais, c'est vrai que contre Orléans, il y a eu beaucoup de points en transition parce qu'Orléans perd 10 ballons à la mi-temps, ils sont déjà à 10 pertes de balles. Et c'est des points qui n'ont pas été gâchés par le Paris Basketball, donc des points qui sont allés arracher et qu'ils ont marqués dans la foulée. Donc il y avait quand même aussi ce réalisme-là. Il y a eu le même aussi contre Chalon-Reims, pardon. Et aussi, c'est une implication vraiment collective. Par exemple, Loïs Gendré, quand il a quelques minutes, je le trouvais vraiment intéressant en défense, notamment contre Chalon-Reims. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une communication, un travail d'équipe qui était vraiment flagrant et qui a vraiment poussé les adversaires dans leur retranchement. On voyait Germain Castano qui avait du mal à trouver la solution face à cette défense parisienne et des adversaires, notamment Orléans, qui peinaient à trouver la bonne stratégie, les bonnes positions de tir, parce qu'il y avait une concentration vraiment optimale. Il y a vraiment eu très peu de moments où Paris a un petit peu baissé l'intensité, comme c'était le cas lors des premiers matchs de ce début de mois. Lilian, tu rejoins Antoine là-dessus ? Ouais, totalement. Et pour illustrer un petit peu plus cet élan collectif, on critique souvent un peu le mouvement du ballon, notamment offensivement. Et j'ai trouvé qu'il y avait alors pas forcément plus de mouvement du ballon, mais plus de mouvement des joueurs et une meilleure communication dans leur rotation, dans leur mouvement. Pour illustrer cela, vous pouvez juste aller voir la première possession du deuxième quart-temps face à Orléans. Le ballon ne bouge pas du tout, il reste dans les mains de Ryan Botwright. Et il y a un jeu sans ballon de Dustin Slevite, Gauthier Denis, qui fait... Mais alors, en même temps, c'est un peu les deux meilleurs joueurs de l'équipe dans ce domaine-là. Mais rien que par leur mouvement loin du ballon, ils se créent un espace. Et Ryan Botwright n'a plus qu'à délivrer une offrande à Dustin Sleva. Mais ça illustre un peu le fait qu'on sent qu'il y a un peu plus d'automatisme et une meilleure communication dans l'équipe, que ce soit défensivement ou offensivement. Et on espère que c'était pas juste, on va dire, une parenthèse, ces deux matchs, parce qu'il y avait un contexte particulier, parce qu'il y avait de nombreux blessés, et que c'est quelque chose que les joueurs vont pouvoir reproduire au cours de la saison. Est-ce que ça peut être un moment fondateur ? Je sais pas, parce que
le contexte a fait que c'est trop particulier, trop, on peut pas forcément l'assimiler pour le reste de la saison, mais peut-être que ça peut créer quelque chose, tout du moins collectivement au Ouais, Paris et puis Basketball. pour ajouter à cela, contre Orléans, il y a le plus gros total de passes décisives depuis le début de saison sur un match avec 25 passes décisives, ce qui est énorme. Et au-delà de ça, du coup, ce que je disais tout à l'heure sur la défense et beaucoup de paniers faciles, c'est que Paris a inscrit le plus de 2 points en un match depuis le début de saison aussi, 28 paniers à 2 points inscrits, ce qui fait que tu as beaucoup de paniers faciles, très efficaces, très près du panier, et une réussite. Voilà, Paris a su gérer après son avance en deuxième mi-temps quand Orléans s'est mis un peu à jouer quand même, parce qu'ils ont pas non plus été sans intensité, mais on a trouvé que Paris avait la main sur le match, même lorsque Orléans pointait le bout de son nez à peut-être moins 15, moins 12, j'ai plus l'écart minimum en tête. Mais Ça revient à moins 12. ça revient à moins 12, voilà. Et je sais pas, j'ai pas senti Paris tant en danger que ça. C'est peut-être ça ce qui m'a le plus surpris, vu que on l'a dit, il y a un groupe qui était restreint, vraiment restreint. Je crois qu'ils sont venus à 8 ou 9 joueurs à Orléans. Ils étaient 8 contre Chalon-Reims. Et c'est vrai que les deux matchs, on a eu l'impression qu'il y a eu un surplus d'énergie de Paris par rapport à ces deux équipes. Contre Chalon-Reims, peut-être ce qui a fait la différence, au-delà de la défense, c'est surtout l'attaque, avec les 17 tirs à 3 points qui ont été marqués. Je crois que c'est de très loin la meilleure marque de la saison cette année. Et j'ai vu pas mal de motifs d'espoir là, en deux matchs, sachant que, comme le citait Lilian, il y a pas mal d'absents. Je pense qu'on peut aussi souligner dans cette période le fait que, comment dire, le Paris Basketball dispose d'un staff technique très pléthorique. Parce que dans certaines écuries de Betclic Elite, quand il te manque ton entraîneur, bah derrière, souvent, au niveau vraiment du coaching staff, tu n'as parfois qu'un assistant qui se retrouverait à faire, on va dire, tout le boulot. Alors que Paris peut quand même compter sur, bah voilà, tu l'as dit, c'était un peu bienvenu Kindoki qui était intronisé en tant qu'entraîneur principal, mais il avait à ses côtés Emmanuel Queré qui est adjoint à Paris, mais qui a une longue carrière derrière lui d'entraîneur principal en LFB. Donc aussi, ça, on va dire que l'absence de Jean-Christophe Prat n'a pas tellement pesé sur, peut-être sur, on peut dire sur le moral des joueurs, ou sur, en tout cas sur la qualité du jeu, parce que Paris dispose de deux assistants qui ont pu donner voilà, les directives, qui connaissent très bien le club. Bienvenu Kindoki, il est là depuis la création du club, donc lui, les principes de Jean-Christophe Prat, il les connaît, je pense, sur le bout des doigts. Et donc voilà, je pense que c'est aussi la qualité de ce staff technique qui a permis à Paris d'affronter ce contexte difficile de la meilleure des manières et d'en repartir avec 2 victoires. Peut-être pour finir du coup ce podcast, on voulait faire un focus sur 2 joueurs, un sur Dustin Slave et un sur Ryan Botwell. Je vous propose qu'on commence par Ryan et de finir par Dustin, parce que Ryan, je voulais faire un petit comparatif sur les 3 premiers matchs et sur les 2 matchs qui ont été ceux de la fin d'année. Peut-être Antoine, sur ce que tu as un peu à dire sur Ryan, on a trouvé frustrant, pour être gentil, sur les 3 premiers matchs, et vraiment excellent par contre sur les matchs contre Orléans et contre Chalon-Reims. Totalement. Le mot, c'est frustrant. C'est un joueur qui a tellement de talent, mais qui en fait pas grand-chose, ou alors pas grand-chose pour lui déjà. Quand on voit sa sélection de tirs sur les premiers matchs, je les ai sous les yeux. Il a 2 sur 8 à 3 points contre Bourg. Il a 1 sur 8 à 3 points contre le Portel. Il a moins 29 de plus-minus sur ce match notamment. On sent vraiment un joueur... il propose pas tellement de solutions. Quand il est balle en main, tu sais très bien que ça va mal finir. Ou alors, comme l'a dit Lilian, ça va être grâce à un jeu sans ballon de Gauthier Denis et de Sleva. Mais après, au fur et à mesure, il est redevenu plus important. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant. En fait, à l'image de l'équipe, en fait, quand l'équipe va bien, quand ça va bien autour de lui, quand ça bouge autour de lui, il arrive à se mettre en valeur, il prend des tirs un petit peu plus intelligents, il arrive à les rentrer aussi. Bon, ça après c'est une question de facteur chance également, enfin de réussite plutôt. On a vraiment eu 2 bot rights sur ce mois-là. Le dernier était un petit peu plus intéressant, en espérant qu'il reste sur ce type de jeu-là, avec des tirs un petit peu plus intelligents
et réussir à faire jouer ses coéquipiers. Ce que je trouve vraiment flagrant de plus en plus, c'est qu'il n'arrive pas à les faire jouer. Ou quand il est balle en main, ça m'inspire pas grand-chose. Je sais pas vous, mais... Ah je suis pas trop d'accord. Quand il a la balle en main et que ça bouge autour, comme le disait Lilian, c'est que ça... Oui, c'est que ça... quand ça bouge autour, oui. Mais quand c'est une situation difficile, je le vois pas vraiment arriver à apporter un bénéfice à cette équipe-là, un petit plus qui va justement décanter une situation. Ouais, là, je sais pas si vous voyez ce que je veux on dire. parle des joueurs de l'élite, de l'élite là, du championnat, là, ça veut dire. Parce que sur son poste, je trouve qu'il est plutôt plus que correct d'ailleurs à la main. C'est juste qu'il a des moments très frustrants et des matchs, des non-matchs. Peut-être que si là je te donne les stats des 3 premiers matchs de décembre, c'est difficile, c'est vrai. Il a 9 points, 3,3 passes, à 33% au tir, 23% à 3 points avec 7 tentatives par match. C'est vrai que c'est pas beau. Mais quand t'as le Ryan Botwright, oui, mais si le ballon bouge bien, c'est aussi parce que le porteur de balle est capable de le faire bien bouger. C'est pas uniquement grâce aux joueurs qui sont autour. Oui, dans ce cas-là, je peux faire mon mea culpa. Par exemple, le match contre Orléans, il a 10 passes, enfin, il est en double-double, il a 13 points, 10 passes. Ça tourne mieux et il provoque des fautes. C'est celui-là que j'attends de voir, qui parfois me frustre par sa sélection de tir. En fait, quand la sélection de tir ratée prend vraiment le dessus sur tout ce qu'il peut faire de bien. C'est ça que je veux dire. Oui, je peux l'entendre. Et juste pour te lancer, Lilian, sur les deux matchs contre Orléans et contre Saint-Laurent, il a 16 points, quasiment 8 passes, à 45% au tir, plus de 50% à 3 points avec 8 tentatives par match et 20 dévals. Là, on est sur un joueur qui a vraiment monté son niveau d'habitude parce qu'il est à 11,6 dévals sur la saison. Donc Lilian, je sais pas si tu es... de quel côté tu es entre Antoine et moi sur l'ami Ryan? Je suis un petit peu entre les deux. J'ai juste envie de dire enfin. Il a enfin fait un bon match, mais surtout un match de leader. Parce que c'est aussi le statut qu'on attend de lui cette saison. Alors oui, il y a Kyle Allman qui est le meilleur joueur, on va dire, technique de l'équipe. Il y a Kyle O'Quinn qui a son aura, son charisme. Mais Ryan Botwright, il est là depuis l'année dernière. Enfin, depuis la fin de saison dernière. On attendait de lui d'être un leader à la fois par la voix, mais aussi sur le terrain. Et c'est ce qu'on n'a pas vu cette saison, qu'on a enfin vu. Je ne sais pas si c'était peut-être le jour de son anniversaire, alors il a eu envie de bien faire. Mais en tout cas, la sélection de tir n'était pas meilleure pour moi. Juste qu'il était en confiance et qu'il a rentré ses tirs. J'espère que ça, un peu comme le reste de l'équipe, ça va pouvoir le lancer sur la saison. Après, juste pour compléter ce que vous disiez sur l'aspect du passing game, Paris a la chance d'avoir un joueur vraiment sur la gestion, comment dire, Ryan Botwright, voilà, dans la gestion, comment dire, il a arrêté. S'il y a le bon système collectif qui est mis en place, il va pouvoir donner la balle au bon endroit, au bon moment. Et à côté de ça, il y a Kyle Allman qui peut, lui, avoir cette étincelle qui peut créer la différence pour ensuite créer ce petit décalage pour ensuite la donner à un coéquipier justement. Et je pense qu'il faut encore que Ryan s'accommode d'avoir moins le ballon, et c'est peut-être pour ça de temps en temps qu'il force des tirs, parce qu'il est peut-être un peu, peut-être à son goût, sevré de ballon, et donc à un moment il se dit là j'ai envie de prendre ce tir, même s'il est dur, je vais essayer, et ça tombe pas dedans. Mais peut-être que c'est ça, il faut encore qu'il trouve le juste milieu dans sa sélection de tirs et dans sa gestion du ballon sur le terrain. Alors sur la sélection de tirs contre Chalon, elle est un peu meilleure, je trouve, quand même. Il y a beaucoup de catch and shoot. Il y a 2 shoots qui sont ultra compliqués, où il est à 3 mètres derrière la ligne et qu'il arrive à rentrer. Là, il y a celui au buzzer, il y en a un où il prend une faute, je crois. Mais après, il y a pas mal de catch and shoot, ce que tu vois rarement quand même dans sa sélection de tir habituelle, où il garde la balle 10 secondes en main. Après, il en prend quand même quelques-uns pendant la saison, mais c'est juste qu'il en met pas un, quoi. Donc on a l'impression que il en prend pas, quoi. Et il en prend vraiment trop peu, je trouve. Oui, c'est sûr. Non, mais je pense qu'il il doit prendre 50% de ses dribbles en pull-up. Donc c'est sûr que quand on met déjà pas, si tu prends la moitié en pull-up, ça va pas forcément rentrer plus facilement. Mais donc c'était juste pour ça. Et pour finir, peut-être pas forcément le meilleur joueur de Paris sur le mois de décembre, mais celui qui retrouve, je trouve, un peu vie là depuis 5 matchs, parce que lui, pour le coup, les 5 rencontres ont été de bon niveau. C'est Dustin Sleva. Sur les 5 rencontres, il est à 12,8 points, 2,6 rebonds,
1,6 passes, 1,6 interceptions pour 13,4 déval. Lilian, je te laisse la main sur Dustin Sleva, qu'on a vu en difficulté d'adaptation, notamment sur le début de saison, et qu'on retrouve petit à petit, pas sur le niveau encore de l'an dernier, parce qu'il y a quand même un gap énorme, mais qu'on retrouve vraiment intéressant avec un rôle qui est peut-être plus approprié que ce qu'il avait en début d'année. Ouais, je sais pas si son rôle a vraiment changé sur ces matchs-là. Je dirais qu'il est juste plus en réussite et qui... On disait notamment dans les podcasts du début de saison qu'on trouvait qu'il avait un peu plus un statut de role player, qu'il était un peu plus utilisé sur des tâches ingrates, notamment le rebond, qu'il avait un petit peu moins ses positions préférentielles, notamment au poste bas. Et là, vraiment, à chaque fois, on a trouvé que sur chacune de ses rentrées, il a apporté, alors au-delà des points qu'il pouvait apporter au niveau du tableau de marque, mais vraiment, il a insufflé toute une énergie positive à l'équipe, je trouve, de par sa présence. Et vraiment, on a trouvé un Dustin Sleva qui, à chaque fois, c'était criant face à Champagne Basket, où le début est pas top, mais dès qu'il rentre, il inscrit 7 points de suite, je crois. Mais dès qu'il rentre, ça donne une autre énergie à l'équipe et le visage est complètement différent. Donc ouais, Dustin Sleva, là, c'était peut-être le temps de s'acclimater. Il a peut-être aussi su élever son niveau au meilleur des moments. Mais en tout cas, ça a fait un bien fou en Paris de retrouver son poste 4 slasher. Sachant que quand il n'y a pas Amarassi, tout de suite la rotation intérieure, elle est courte. Donc il vaut mieux que Dustin Sleva puisse peser positivement sur l'équipe. Mais en tout cas, très content. Et Paris doit également être très content d'avoir retrouvé son poste 4 américain au meilleur niveau, au meilleur des moments. Tu vois, quand je parlais de rôle, en fait, c'est simplement, je vois des choses en attaque notamment, où en début de saison, il était très peu trouvé et très peu du coup servi aussi au poste bas, dos au panier. Chose que là, tu le vois, là, contre Chalon-Reims, c'était criant. Comme tu dis, quand il rentre, mais quasiment tout le match, il s'est retrouvé à cette position-là, dos au panier, à 2 mètres, 2 mètres du cercle, et à pouvoir jouer avec son défenseur comme il veut, parce que c'est sa position préférentielle. C'est là où il est le plus efficace sur le terrain en attaque. Quand on lui donne le ballon poste bas et qu'il a un footwork exceptionnel et main gauche, main droite, ça rentre. Des choses qu'on voyait pas en début de saison où il avait pas on lui trouvait pas de position de tir efficace, des 3 points un peu compliqués contestés. Là, je trouve que il est un peu plus servi et que du coup, il peut plus peser sur le jeu de l'équipe en attaque, et puis en défense, plus ou moins toujours la même chose. Mais un garçon qui donne de l'énergie, qui donne du liant, parce qu'il est là depuis les débuts du club, et qu'il connaît lui aussi le système du bout des doigts. C'est pour ça, plus là-dessus que Peut-être qu'en début de saison, on l'abandonnait peut-être un peu vite, on lui donnait 1 ou 2 post-up, ça rentrait pas forcément, et du coup, on abandonnait l'idée. C'est peut-être ça aussi. Là, il était en forme, on voyait que tout de suite, il était en réussite sur ses premiers tirs, donc on se dit, on va le servir, et puis ça marchait, donc Paris n'arrêtait pas de le faire. Paris a surtout, je pense aussi au début de saison, essayé de mettre en place la relation Okun-Kamagaté, voir ce que ça pouvait donner, parce que c'était eux les 2 titulaires, et 2 titulaires, on va dire, en puissance même. Et petit à petit, Dustin Sleva, il a fallu trouver sa place, et ça se fait maintenant, et un peu heureusement, parce et ça arrive au bon moment. Antoine, sur Dustin, comment t'analyses là, son mois de décembre? Vous l'avez très bien résumé. Il retrouve ses tirs préférentiels, il est quasiment injouable. Je repense à Chalon-Reims, où quand il met pas son tir, il obtient ses lancers, parce qu'il provoque 4 ou 5 fautes, notamment contre eux, puis il rentre ses lancers. Donc on retrouve le Dustin Sleva qu'on avait l'habitude de voir, son footwork, son QI basket aussi, sa vision du jeu, parce que je trouve qu'il trouve vraiment bien ses coéquipiers, notamment Gauthier Denis. En citant Gauthier Denis, je peux citer le jeu sans ballon de Dustin Sleva aussi, qui a fait beaucoup de bien au Paris Basketball. C'est un leader vocal, comme tu l'as dit Flav, il est là depuis le début et ça se ressent vraiment. Il est vraiment très serein, il est rassurant aussi, il a ce côté rassurant. On sait que quand il est vraiment en forme, c'est gage de qualité. Puis défensivement aussi très sérieux, très exigeant aussi. Et on a retrouvé aussi cette paire, comme tu l'as dit encore une fois Flav,
On cherchait en début de saison à développer la paire Kamagate et O'Quinn, et on oublie parfois que la paire Sleva-Kamagate est déjà extrêmement bien développée et très complémentaire, et ça fait vraiment du bien, et notamment grâce à un Sleva qui a été extrêmement régulier, comme à son habitude quand il est comme ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant de conclure ce podcast, messieurs? Pas vraiment, on espère que la dynamique pourra se réenclencher dès... là, il y a une nouvelle trêve, donc on espère que ça va pas jouer encore de mauvais tours à Paris. Surtout que là, il fallait bien empocher les 2 victoires face à Orléans et Chalon-Reims, parce que le début de calendrier de janvier, on peut peut-être en dire un tout petit mot, est quand même assez ardu. Se déplacer à Limoges, jouer Ouais. Nanterre et Levallois. Je crois qu'après, il y a un déplacement à Pau début février. Il y a un déplacement à Pau en fin de mois, ouais. C'est vraiment 4 matchs pas évidents. Il y a 4 équipes quasiment de playoff. Hein. Mm. 4 équipes qui visent les playoffs, voire plus. Donc c'est sûr que ça va être compliqué. Maintenant, il y a 2 matchs à domicile là, contre le Valois et contre Nanterre. Alors, plus Nanterre du coup. Mais ça dépend de le Valois s'ils sont revenus du Covid comme il faut, mais que tu peux espérer peut-être les chercher. Déjà côté Limoges, il manquera aussi Nicolas Lang qui s'est blessé Ouais. pour encore plusieurs semaines, si je dis pas de bêtises. Mais bon, Limoges qui est quand même en très grosse forme, qui était en très grosse forme avant la trêve. Là, Bien sûr, hein, mais bon, voilà, on va voir comment ils vont revenir. Mais... on l'a bien vu, les trêves peuvent casser des dynamiques. Et puis il y a le Covid par là, et on ne sait pas comment vraiment les équipes vont revenir vers le 10 janvier. Voilà. Effectivement. D'ailleurs, ce premier match là, contre Limoges sera diffusé le 9 janvier. Je crois que c'est à 19h, ce sera sur beIN Sport. Premier match du Paris Basketball diffusé sur beIN. Sur ce, messieurs, on va clôturer ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Encore une fois, je le répète, @ParisB-8OnAir pour Twitter, Paris Basketball Air sur Facebook et Instagram. Tous les matchs là, qui vont arriver, vous aurez toutes les infos sur le site. Normalement, vous aurez un papier avec justement les déclats des coachs sur cette période un peu compliquée qui a été la semaine dernière pour Bienvenue Kindoki, Emmanuel Curé et Jean-Christophe Pratt. Likez, partagez le podcast. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Maintenant, vous pouvez et faites-le. Ça nous aidera à développer le média. On se retrouve, nous, au plus vite pour le prochain épisode. Merci les gars et à la prochaine. Salut! À plus.